Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs, bonjour. La Radio M a le plaisir d'accueillir ce matin dans l'entretien Malek Ben Smaïl, réalisateur, pour, on ne va pas citer tous ces films, on mettrait l'émission dessus pour La Bataille d'Alger, un film dans l'histoire Malek Ben Smaïl. Bonjour. Bonjour. Malek Ben Smaïl, vous avez réalisé donc ce film projeté en avant-première hier à la salle El Mougar, un film produit par Hachmi Zertal, qu'on salue par l'occasion. Il a eu le courage d'investir sur un film et un réalisateur qui n'est pas toujours en odeur de sainteté à Alger. Content de t'avoir sur ce plateau, Malek. Moi aussi, ouais. Alors, le film nous a appris beaucoup de choses. J'ai assisté à l'avant-première. C'était un vrai documentaire. Et la première chose qu'on a envie de dire, c'est que La Bataille d'Alger, pour nous, c'était un film qui, de manière naturelle, devait exister. Il devait exister. Mais quand on regarde l'amorce du film, on se dit peut-être que La Bataille d'Alger, le film, aurait pu, un, ne pas exister, deux, exister sous une autre forme. Parce que, en fait, il est à la croisée des chemins de plusieurs facteurs d'histoire, de plusieurs itinéraires. Et c'est un peu un miracle, finalement, ce film. Oui, c'est-à-dire que la bataille d'Alger, ce qu'il faut savoir, je pense, ça, on ne le sait pas trop, nous, les Algériens, c'est-à-dire qu'il y avait un tout premier projet qui s'appelait Para. Para était un projet écrit par Franco Solinas, un des plus grands scénaristes italiens à l'époque, et que Pontecorvo devait réaliser. Pontecorvo et Solinas sont venus à Alger juste après la bataille d'Alger, donc fin de 57, 58, 59, voire même plusieurs fois par la suite, même lors de l'indépendance en 62, puisqu'ils ont pris des photographies de l'indépendance. Ils ont même pris énormément de photos de la Hélène, etc. Donc c'était probablement des deux auteurs, Pontecorvo et Solinas, qui ont commencé à faire un travail sur la question du parachutiste français. Et d'ailleurs, c'était tout un scénario qui prenait la position, effectivement, d'un ancien para et qui avait maté, entre guillemets, la bataille d'Alger au sein de la Casbah. Donc il y a eu un premier scénario qui a été établi là. Pontecorvo a souhaité le faire produire, mais en Italie, les producteurs importants de cette période-là, c'est-à-dire qu'on est à ce moment-là en 62, 63, et on lui dit non, Pontecorvo, aucune chance que ce film ne se produise, personne ne sera intéressé par la question algérienne. D'ailleurs, on lui dit, c'est des gens qui sont noirs, d'ailleurs en Algérie, le public ne va pas s'intéresser aux noirs. C'est réellement une phrase qui a été dite d'un producteur italien. Dans le jeu, à cacher le nom. À cacher le nom. Alors là, on comprend que c'est le point de vue français sur la guerre d'Algérie. Alors c'était le point de vue français. Qui allait être la trame première du film. Qui était la trame du film Para. Et c'était d'ailleurs même... Pontecorvo avait même demandé à Paul Newman. Oui, on a beaucoup ri dans la salle quand on a dit Paul Newman. Et Yassadi a réagi en disant il a un canon de choses, Paul Newman, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Parce que, à la fois, Pontecorvo était très connu pour être dans la lignée du cinéma néo-réaliste italien. Et si on fait venir Paul Newman, qui est une star, effectivement, de Hollywood, ça allait totalement casser tout le réalisme italien. Enfin, la manière de filmer à l'italienne. Donc, ce n'était pas possible. Donc, ça, c'était une première orientation. À ce moment-là, une coïncidence fait que Yassef, pendant son emprisonnement, commence à écrire ses mémoires, qui s'appellent d'ailleurs La Bataille d'Alger, tout simplement. Et il les écrit plus facilement en détention en France qu'à Serkadji. Complètement, puisqu'à Serkadji, c'est souvent des pieds noirs qu'on ne lui donnait pas ni papier ni stylo. Et que quand il a été en France, il a commencé véritablement à écrire ce livre. À partir de là, il tente, à la sortie de prison en 62, d'adapter lui-même son propre livre, ses propres mémoires, mais il le fait, il n'est pas professionnel du tout, donc le scénario est très mauvais. Et il le reconnaît lui-même d'ailleurs. Voilà, mais il a en plus la malice ou l'inconscience d'aller voir des producteurs français. Les producteurs français lui disent « mais vous nous avez sortis d'Algérie, pourquoi vous voulez qu'aujourd'hui, quand vous produisez un film, c'est impossible, cassez-vous ». Et donc il dit, bon, les Français n'ont pas voulu de moi. Il cherche en Méditerranée. Et il me cherche en Méditerranée. Et c'est à ce moment-là, en Italie, on lui fait rencontrer d'abord Fellini, Rossellini, grand cinéaste politique. Et tout le monde botte en touche en disant ton histoire, parce qu'eux prennent un peu l'adaptation, et c'est très mauvais. Et on lui dit, mais tu sais, il y a un grand réalisateur qui a fait Capo, Pontecorvo,
tu devrais aller le voir parce que je crois qu'il a fait un sujet qui ressemble un petit peu au tien. Et à ce moment-là, il y a une rencontre qui se fait avec Youssef Saadi et Pontecorvo. Et Youssef vient effectivement lui dire je suis algérien, j'aimerais faire, etc. Il lui dit mais nous, c'est bon, on a déjà un scénario qui s'appelle Para. Et à ce moment-là, il y a une bataille d'idées entre Pontecorvo et Youssef Saadi. Et Youssef botte en touche Pontecorvo en disant mais que vous fassiez un film sur les paras, etc., faites-le après le point de vue algérien. Parlez de l'OAS, parlez de tout ce que vous voulez plus tard. Mais nous, maintenant, il faut faire un film sur ce qu'était cette bataille et donc sur la colonisation aussi. Ça a beaucoup touché Pontecorvo qui, lui, travaille toujours, puisque c'est un ancien résistant communiste, qui a beaucoup travaillé sur cette question-là. Et il s'est dit, mais oui, il faut que je fasse un film sur la colonisation. C'est mon point de vue du côté para, même si je devais effectivement, probablement dans son scénario, avoir un message à faire passer, qui est un message antimilitariste, etc., il fallait que je fasse autre chose. Donc, et là commence un travail de réécriture pour faire fusionner un peu les deux démarches, et c'est Franco Solinas qui le fait. À ce moment-là, Franco demande, Pontecorvo convoque Franco Solinas et lui dit « Lis ce livre et lis l'adaptation de ce garçon, Youssef ». Et Franco dit « ça ne peut pas tenir le scénario. Le scénario qu'a amené Youssef était très mauvais. Il a dit c'est insupportable ce scénario. Par contre, je vais lire le roman, je vais lire les mémoires, pardon. Et à partir de là, il a trouvé une matière excellente et il a dit je reviens d'abord à Alger et je me réimprègne le Kasbah à partir des dires de Youssef Saadi. Parce que Franco Solinas est un personnage, un des meilleurs scénaristes de cette période-là, qui a écrit les films de Costa Gavras, les films de Joseph Lezé. Voilà, c'est un des plus grands de cette période-là. Et là, on voit comment il a travaillé. Il y a des citations. Sa fille lit des passages et je retrouve sur des témoignages. Sa fille et il rencontre tous les gens de la Kasbah. Il repart à la rencontre des personnages clés, de ceux qui ont été torturés. Etc. Donc, il reprend tout le background des gens de la Kasbah, des Algériens, des enfants de la Kasbah, mais lui, il avait déjà travaillé sur Para, donc il avait à la fois le socle du Para, et ce qui lui manquait, c'était toute la partie algérienne, et ça a été la fusion des deux. Donc oui, peut-être qu'il y a souvent dans les grands films, justement, ces belles coïncidences, ces beaux moments de rencontre qui font la qualité d'un film qui va devenir culte par la suite. Parce que tout était écrit, et tout était extrêmement bien pensé. Voilà. Complètement. Au point où il y a un des intervenants dans le débat qui a dit qu'il y avait beaucoup d'Algériens qui pensaient que le film avait été tourné pendant même les événements, pendant même la guerre d'Algérie, tellement c'était réaliste. Oui, et ça c'est très important parce que Pontecorvo a imposé une chose aussi. Il a dit, effectivement, je ne vais pas prendre Paul Newman, effectivement, vous avez raison, il faut qu'on garde l'idée du néoréalisme italien, et pour cela, il a consulté toutes les archives françaises existence, ou italienne même. Donc, il a dit, je dois tourner aussi à la manière des actualités télévisées de l'époque. Et on le voit, d'ailleurs, les techniciens comme Ali Maroc et tout, on leur disait, prenez caméra à l'épaule, mettez des focales longues pour qu'effectivement, il faut que la caméra tremble, il faut qu'on soit dans la population, il faut qu'on soit... Et les Américains, quand ils ont sorti le film, en 67, l'année d'après, 66, 67, ils ont mis un encart au début du film. Ceci n'est pas un film d'archives, c'est une réelle fiction tournée. Oui, il fallait le préciser. Parce que les Américains pensaient que c'était des archives. Mais non, ce n'était pas des archives. Incroyable. Alors, parce qu'aussi, il faut dire une chose, oui, c'est que Pontecorvo a recruté dans la population. Alors justement, j'y arrivais. Voilà. J'y arrivais pour rester dans le film. Alors, il y a Exit Paul Newman, il faut trouver un héros. Absolument. Kasbadji. Le héros qui porte le film, bien sûr, Youssef Saadi, on va encore en dire un mot tout à l'heure, mais c'est quand même le personnage d'Ali Lapointe. Alors, il fallait trouver quelqu'un qui incarne Ali Lapointe, et on passe de Paul Newman à Brahim Haggag. C'est quoi cette histoire? C'est quelqu'un qui a jamais tourné, qui a jamais. C'est pas un acteur. Non. Et il arrive. On a vu dans ton documentaire des photos de casting, des photos d'avant, comment il est, etc. Et comment il est transfiguré complètement dans le film. C'est une vraie performance qu'a réalisé la direction d'acteurs. Complètement. C'est-à-dire que Pontecorvo ne voulait pas d'acteurs connus. Et il n'y avait pas d'acteurs encore. Alors il y avait des acteurs de théâtre algériens connus.
mais qui était plutôt dans la déclamation. Et il a dit, il faut que j'aille au sein de la Kasbah, mais il n'a pas trouvé Ali Lapointe, Brahim Hakek, il l'a pas trouvé le Kasbah. Et en fait, il a ouvert donc il a demandé aux équipes algériennes, c'est-à-dire les assistants, etc., de faire venir toutes les personnes qui ont du charisme, avec surtout des visages intéressants, etc. Donc on lui a amené, et effectivement, Brahim Hakek habitait pas très loin, dans la banlieue d'Alger, je crois, etc. Et quand il l'a vu, il paraît que ça a été le coup de foudre direct, c'est-à-dire au bout de je sais plus combien de mois de casting, quand il a vu et qu'on lui a apporté cette photo, il a dit « je veux le voir ». Et il a vu assez vite que Brahim était très mauvais acteur, parce qu'il ne savait pas jouer. Il ne parlait pas français. Et il ne parlait pas français. Donc, mais il lui a dit, c'est pas grave, il y a une telle présence, une telle force photogénique, cinégénique, qu'il allait en faire complètement un acteur. Et ça a été un travail titanesque, parce qu'il fallait lui apprendre les gestes, il fallait lui apprendre les regards. Il ne savait pas tout ça. Donc, ils ont dû prendre un temps énorme, et beaucoup de pellicules. Et ça aussi, on en parlera au niveau de la production. C'est-à-dire qu'on ne lésinait pas sur les prises de vue. Sur les prises de vue. Et ça tournait à l'époque, il n'y avait pas de numérique, donc ça tournait en pellicule. Et c'était phénoménal. Parce que c'était les kilomètres ont été... Les kilomètres de pellicule, parce qu'il n'y arrivait pas, même ne serait-ce que donner une gifle pour l'enfant. Lui, il était droitier, il ne savait pas donner et c'est Pontecorvo qui s'y met pour lui montrer comment le faire. Voilà, et tout était ça. Et pour la partie dialogue, on lui disait simplement « bouge tes lèvres ». Et après, ils ont fait toute une post-synchronisation, parce qu'il fallait, dans la partie arabe, ils l'ont monté en France, dans les studios, pour lui faire redire un certain nombre de choses et tout, parce qu'il n'arrivait pas à les dire sur le tournage. Alors le casting, c'est aussi la partie française. La Kasbah, c'est la rencontre effectivement de l'histoire des Algériens, donc à travers Ali Lapointe, l'histoire des parades, de la répression, et c'est le colonel Mathieu qui va l'incarner, et là aussi, il y a un problème dans le casting. Oui, parce que au début, même Pontecorvo souhaitait presque, pourquoi pas un acteur algérien qui soit un peu... tendance un peu français, qui ressemble à un Européen. Un Européen. Mais très vite, il a dit ça ne marcherait pas. Donc, c'était peut-être le seul acteur professionnel qu'il a souhaité effectivement récupérer et recruter, et ça a été Jean Martin. Jean Martin vient du théâtre, comédie française. Il le rencontre d'ailleurs à Paris, on lui montre des photos, et il était un peu grand, il avait pas la carrure d'un militaire, un peu grand, mais pas la carrure d'un militaire, un peu presque, il pouvait ressembler dans la carrure, je pense, peut-être à un massue un peu grand. Un massue était un peu grand, fin, et il voulait peut-être aussi à la fois ne pas avoir un colonel massif de type Bijard, c'est-à-dire qu'il voulait musclé, massif, quasiment caricatural. Donc il a voulu chercher un peu composer un personnage, un go-between, c'est-à-dire un mélange, un personnage synthétique qui pouvait à la fois synthétiser la pensée de Bijard, la complexité de Massu, la fourberie peut-être de Trinquier, et l'intelligence de Godard. C'est-à-dire que c'était un peu ça. Tout ça en même temps. Et donc, comme il avait beaucoup travaillé sur Para, donc je reviens encore à Solinas, etc. Donc c'était à partir de toute leur recherche effectivement sur la question des paras qu'ils ont pu composer assez vite sur ce personnage, donc et sur cet acteur qui s'appelle Jean Martin. Moi, tout jeune téléspectateur, je vois la première scène, la scène qui incarne pour moi la répression, vraiment. C'est la parade des parades à l'époque, la rue Michelet. Et à la tête de cette parade, il y a cet officier avec ses lunettes fumées qui fait peur. Il fait peur. C'est-à-dire, pour nous, il incarne ce qui va tomber sur la grève des 8 jours, sur la Kasbah, etc. Et ces lunettes, elles ne sont pas là par hasard. Non, ces lunettes ne sont pas là par hasard. Et en même temps, Pontecorvo, quand il fait défiler Jean Martin, il se rend compte que ça ne va pas. Donc, ils ont quand même 2-3 caméras sur des échafaudages, etc. Et ils se rendent compte que ça ne marche pas. Il y a un truc qui ne marche pas dans le visage. Et Ali Maroc, un des opérateurs, caméraman, est à ses côtés. Et il a toujours des lunettes fumées parce qu'il travaille la lumière et il avait besoin de se camoufler lui aussi du soleil qu'il recevait. Parce qu'il fallait tourner en prise directe avec le soleil algérois, etc. Et à un moment donné, Pontecorvo se retourne, il lui prend les lunettes, il descend, il les met sur
au visage Jean-Martin. de Jean-Martin. Et une fois, 2 fois, 3 fois, et à un moment, même Ali Maroc s'énerve et lui dit « Mais pourquoi tu me prends les lunettes et tu les mets sur un général, mes lunettes fumées, sur un général qui a lui-même enfumé les Vietnamiens et les Algériens. » Ouais. Et Pontecorvo le regarde et reste silencieux, complètement figé par Parce cette que remarque. là, la guerre d'Algérie est toujours présente. Voilà. Sur le tournage, on est en 65 et elle est toujours présente. Parce que la population a vécu, tous ces techniciens qui ont travaillé, et on le voit par exemple avec Youssef Bouchouchi, c'est des gens qui ont vécu eux-mêmes la torture. Un moment très fort Donc, avec Youssef Bouchouchi comment- auquel le tournage a rappelé des vraies scènes de sa vie. De sa vie. Oui. Donc, toute l'équipe, pas que Youssef Bouchouchi, les techniciens sont... Ça a figé les gens quand ils ont tourné les scènes de torture. Donc, il y a des moments où les gens, les Maroc en parle très bien, ils avaient une émotion, ils pleuraient, on coupait et on redémarrait. L'équipe technique était émue. Absolument, absolument. Toute l'équipe technique, les acteurs qui jouaient, par exemple, celui qui joue le condamné à mort, très connu, et qui lui-même a été condamné à mort. Oui, c'est exceptionnellement Qui fort. lui-même est rentré dans le couloir de la mort et qui en a échappé. Et on lui redemande de jouer ça. C'est Ouais. terrible. C'est Ouais, effectivement c'est terrible. terrible. On gagne Donc, quand c'est même, vraiment on gagne quand une même, puissance. on gagne quand même le colonel Mathieu avec les lunettes d'Ali Maroc. Parce Donc- qu'après, il est convaincant. Et après, il est convaincant, Après- parce que après, il du est coup, ça convaincant. renforce son visage Complètement, totalement de militaire. Et aussi, on trouve que sa démarche est peut-être un peu trop efféminée, etc. Et il a fallu, effectivement, lui faire des épaulettes avec des mouchoirs à Jean-Martin. Et donc, il y avait une costumière algérienne qui a dit, mais il faut qu'on lui rajoute simplement des mouchoirs. Et elle lui coud des mouchoirs dans les épaulettes pour lui redonner une carrure. Donc, tout ça fait partie du cinéma, bien sûr. Alors, j'ai commencé cet entretien en disant le film aurait pu ne pas avoir lieu. On comprend comment finalement c'est devenu ce film-là et pas un autre. Et pas un autre, absolument. Après, et évidemment, il y a les problèmes d'intendance. Il faut produire la bataille d'Alger. Il Oui. faut produire la bataille d'Alger. Oui. C'est une grosse production pour l'époque. Bien sûr. Il y a des chars dans les rues, il y a des figurants par milliers. C'est une grande production. Et c'est l'État algérien qui va être mis à contribution. Il y a une scène qui est racontée qui est extraordinaire. Il y a un silence d'ailleurs dans la production de la salle, puis il y a un éclat de rire. C'est Pontecorvo qui rend visite à Ahmed Ben Bella. Non, pourquoi Qui sort avec le couffin? Avec le couffin, c'est Yassef. C'est Yassef. Ouais. Donc Yassef obtient de Ben Bella la production directe. Complètement. Et il va déposer l'argent dans le trésor et il l'obtient dans un couffin. Absolument. Et on connaît le budget grâce à ton film, mais on ne connaissait pas avant voilà. le budget. C'est-à-dire que d'abord, Yassef, quand il va voir Pontecorvo lui dit « Mais j'aimerais... Ok, ton scénario, on peut commencer à le retravailler dessus, mais il me faut carte blanche, etc. » Et tout de suite, Pontecorvo sait à ce moment-là que les Italiens n'iront pas le produire, puisque Parra, il ne voulait pas déjà le produire. Donc il dit « Mais moi, je vais avoir un problème. » Il n'y aura pas d'argent du côté. L'argent. Et là, à ce moment-là, Yassef lui a dit « Ne vous inquiétez pas, l'argent sera... Notre partie algérienne va prendre en charge tout le tournage en Algérie. » Et à ce moment-là, il a dit « Oui, dans ces conditions, c'est possible. Alors, venez me voir en Algérie, etc. » Donc, entre-temps, Yassef rentre en Algérie, va voir Ben Bella. Et il y a À la Villa Jolie. À la Villa Jolie. Et à ce moment-là, effectivement, on décide, alors, les responsables en haut lieu. Il faut savoir aussi qu'on est sorti d'une guerre de clans, que Alger était encore un peu instable, que l'Algérie n'était pas riche. On sortait quand même d'une guerre, on sortait aussi de... Donc, il fallait quand même trouver cet argent-là, et il fallait aussi apaiser toutes les envies des uns et des autres, etc. Donc, très vite, il y a eu l'idée d'un consensus et qu'il fallait très vite donner la possibilité de créer le mythe guerrier. Et Ben Bella et Boumedienne ont compris qu'il fallait vite, pour la population algérienne, donner une image à un héros, au héros algérien. Et c'est d'ailleurs le premier film, vraiment, plus que Vendée Aurès, qui a été tourné juste derrière, etc. Ça a été la bataille d'Alger. C'était quand même le film le plus fort dans la représentation de ce qu'était un héros, c'est-à-dire populaire, qui vient des quartiers, Alors, etc. il y a ce Donc témoignage. cet argent, il va le chercher à la Villa Jolie, et on lui donne ça dans un couffin. Il y a même un agent, donc c'est cité, de la sécurité, qui lui dit c'est quoi qu'il y a dans le couffin, et même il paraîtrait qu'il sort son code, il lui dit de quoi tu te mêles, laisse-moi passer, et on lui laisse passer. Voilà. Mais ce qu'il faut savoir aussi derrière, c'est que quand il prend cet argent, qui est donc une somme de 400 millions à l'époque, qui est énorme. En fait, c'est un film, ces 400 millions,
en fait, c'était censé aussi, il faut savoir que l'Algérie n'avait pas de matériel. Donc, Casbah Film, qui était la première société privée, l'Algérie a démarré, il ne faut pas l'oublier. On pense que c'est Première démarré société privée dans le cinéma algérien. Il faut savoir que la première société de production algérienne était une société privée, contrairement à ce que tout le monde pense que c'était directement lié à l'État. Non, c'était une société privée. L'argent a été donné des impôts du Trésor public algérien. D'ailleurs, les bureaux de Casbah Film étaient installés au Mauritanie. Et le Trésor public est au Mauritanie. Donc, par la suite, même pendant le tournage, quand il y avait problème de sous, hop, ça descendait d'un étage. C'est extraordinaire. Une boîte privée dont le propriétaire était Saadi à quasiment 100%. À 100%, oui. Quasiment. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que les 400 millions, ou plus peut-être, ont été donnés à Casbah Film pour produire le film, mais aussi pour acheter du matériel. Oui. Et l'histoire, je pense aussi, montre, mais ça on ne le dit pas trop dans le film, que par la suite, Casbah Film revend le matériel à l'État algérien. D'accord. Donc il y a aussi un peu d'affairisme derrière. Alors, Youssef Saadi, c'est quand même un personnage, c'est un peu le fil conducteur de cette partie du film. C'est beaucoup sa volonté, la bataille d'Alger, le film. Il a voulu faire du cinéma, c'est extraordinaire. Il a réussi à raconter l'histoire de la bataille d'Alger en images. De ce point de vue-là, on peut dire qu'il y a de la persévérance chez cet homme-là. Et on comprend dans le film, c'est Zawan qui le dit, Hussein Zawan. Oui. Il aurait voulu être responsable de la gendarmerie nationale et briguer ce poste. Boumdien n'en voulait pas. Et il voulait pas lui donner cette fonction-là. Et donc, ce serait un peu une compensation que de financement de Casbah Film pour essayer de s'assurer de la paix à la Casbah. Ma question, c'est est-ce que Youssef Saadi, 64, 65, avait encore autant de capacité de nuisance? Est-ce qu'il pouvait encore gêner ceux qui tenaient Alger? En tout cas, dans les témoignages à la fois de Harbi, qui était conseiller proche de Ben Bella, et de Hussein Zawan, qui était à la fédération du Grand Alger, la fédération FLN du Grand Alger, les choses se recoupent, effectivement. Après, je pense qu'il y a un mélange, comme pour le scénario, on revient exactement. C'est-à-dire qu'il y a parfois des possibilités diverses qui convergent vers cette... Et donc, je pense qu'à ce moment-là, peut-être qu'effectivement, Youssef Saadi avait demandé la chefferie de la gendarmerie, et qu'on s'est dit, bon, on ne sait pas trop ce qu'il va faire avec cette chefferie de gendarmerie, ça va être peut-être un contre-pouvoir. Boumedienne était très malin à ce moment-là, parce qu'il préparait probablement dans sa tête un renversement. On était dans le conflit déjà entre les deux hommes. Complètement. Et qu'à ce moment-là, il s'est dit, bon, on a de toute façon intérêt à produire un grand film pour créer un héros, et la représentation du héros algérien, c'était très important. Et en même temps, ça permettait d'écarter avec douceur et sans effusion de sang, c'est ça le plus important, un clan qui aurait pu effectivement porter préjudice. Peut-être. Et dont l'un des acteurs était... Et voilà. Et je pense que ça s'est fait un peu comme ça, comme d'habitude, je crois, jusqu'à aujourd'hui. Tout se fait un peu comme ça dans la... Alors, entre-temps, survient justement le coup d'État, et on apprend que, effectivement, le coup d'État, c'est unique. Ça aurait pu être le coup d'arrêt pour le tournage. Mais c'est unique dans l'histoire du cinéma mondial. Quel film a été utilisé pour maquiller un coup d'État? Oui. On rappelle pour nos amis auditeurs, le 17-18, il y a les premiers essais du tournage, et les chars sont dans les rues d'Alger. Voilà, les autorisations des essais, des premiers essais du tournage de la bataille d'Alger se passent le 17, 18, 19. 3 jours ont été donnés. 17-18, on commence à sortir les troupes, enfin les figurants, pour voir s'ils marchent bien, pour voir si les tenues fonctionnent. Et 18-19, on commence à sortir un peu les jeeps, un char, etc., pour voir si la mécanique peut... Voilà, si on peut... Et le 19... on sort les chars pour de vrai. On sort les chars pour de vrai, c'est-à-dire à la fois Hamid Osmani, qui est un des membres de l'équipe qui était perchman sur la bataille d'Alger, entre autres, me raconte cette anecdote. Il sort de chez lui, il y avait un prêt à tourner à 5h du matin, c'est-à-dire qu'il fallait qu'il soit sur place à 5h du matin pour un démarrage de tournage peut-être à 9h. Il arrive à 6h, en transpiration parce qu'il s'est levé en retard. Il court, il m'a dit, je pensais être complètement en retard, et il se fait arrêter dans les rues d'Alger, petite ruelle qui arrive sur la Grande Poste, et là il y a des militaires de chez nous qui lui disent Khoya,
قال له non, mais je suis membre de l'équipe, il monte sa carte professionnelle, etc. قال له non, il y a un renversement. C'est pas un rentre chez toi. Et là, il rentre chez lui, il met la radio et il voit que c'est un coup d'État. Donc c'est terrible. C'est incroyable. Et Ahmed Ben Yahya, on parle très bien aussi. On va en parler de Ahmed Ben Yahya dans une seconde. Ahmed Ben Yahya, mais Yassine Saadi est inquiet pour son film. Il va tout de suite voir Boumediene pour s'assurer que le film va continuer. Oui, et je me demande aussi quels sont les liens. Alors, j'ai pas plus d'informations que ça. D'ailleurs, le film ne va pas plus loin. Mais j'ai retrouvé cette archive de cette rencontre. Oui, il y a une photo des deux. Et elle est de cette date, hein, du moment du coup d'État. Absolument. Elle date de cette date et il rencontre Boumediene et qui lui assure, qui lui dit effectivement, si tu ne bouges pas, si tu commences pas à avoir des velléités eh bien, tu peux continuer à faire ton film. Je crois qu'à ce moment-là, Youssef avait compris qu'il ne devait pas bouger dans la direction politique ou militaire et qu'il valait mieux qu'il commence à faire des films et à enclencher, puisqu'il avait créé Casbah Film, à enclencher d'autres productions par la suite. Donc, il a été très vite intelligent et il a poursuivi avec le nouveau homme fort qui était effectivement Boumediene à ce moment-là. Alors, dans ton film Malik Ben Smaïl, la bataille d'Alger, un film dans l'histoire, il y a, à ce moment précis du basculement, du renversement donc de Ben Bella par Boumediene, aussi une scène extraordinaire d'un passage de la fiction à la réalité. C'est l'histoire de Ahmed Ben Yahya. Tu veux nous la raconter? C'est quelqu'un qui a été approché dans le casting pour tourner le rôle de quelqu'un qui va être torturé. Il nous le dit à l'écran, il était maigrichon, il pouvait ressembler à quelqu'un qui allait être torturé. Il est étudiant, il proteste contre le coup d'État et il lui arrive d'être réellement torturé. Absolument. Ahmed Ben Yahya est jeune étudiant aux Beaux-Arts et il sait qu'il y a un casting de la bataille d'Alger. Et il dit, j'avais envie de faire un peu de cinéma, pourquoi pas, j'étais dans l'art, etc. J'étais maigrichon, etc. Et donc, on lui dit, tu peux correspondre à ça, etc. Sauf que ça tombe en même temps que le coup d'État. Donc, lui, il est contre le coup d'État, bien entendu. Et il faisait partie un peu des étudiants gauchistes, etc., de cette période-là, qui sont ramassés. Et lui, ça s'est transformé. C'est-à-dire, tout son rêve de tourner dans un film où il aurait pu être l'homme torturé par les équipes de Massu se retrouve torturé, emprisonné, encagoulé dans une prison et torturé par les membres de la sécurité militaire. Et il y a une phrase qu'il dit dans le film, il dit voilà, j'ai été torturé comme Mohamed Ossares. Oui, c'est très fort. Ça. Et ça, c'est l'expression unique, quoi. Et là, on comprend, on se dit ça devait être pour un jeune comme ça un tel fantasme, une telle magie de se dire je vais tourner dans le film de Pontecorvo, les tortures de la bataille d'Alger et se retrouver soi-même par ses propres Algériens, par ses propres collègues, par sa propre population, etc. Il a dit dans le film, dans ton documentaire, il a dit j'ai tout connu dans la torture sauf la GIGN. Sauf la GIGN, absolument. Ouais, c'est terrible. Ouais. Ouais, et Zaouane est aussi arrêté et torturé parallèlement à ça. Enfin, on connaît bien. En tant que leader politique, il était membre du bureau politique du FLN. Et il a été dire le soir du 19 juin au colonel Boumediene que son précédent était très grave et qu'il nous avait ramené au niveau des caudillos de l'Amérique latine. Absolument. Des mots très, très forts. Et que le chaos allait s'engendrer, ce qui était le cas. On va s'arrêter une minute, Malik Ben Smaïl, sur les femmes de la bataille d'Alger. Les femmes sont rayonnantes dans la bataille d'Alger. Il y a eu une problématique femme. Pontecorvo a dû en choisir quelques-unes. Et avec toujours cette problématique de ressemblance avec Hassiba, avec Jamila Boubacha, avec Jamila Bouhired. Comment ça s'est passé? Alors, même chose, c'est-à-dire casting, ils ne voulaient pas des acteurs connus, même chose, et il est parti. Alors, il y a eu énorme. Alors, quand ils ont commencé à chercher des acteurs et de la figuration, Mezali, on parle très bien, qui était assistant de production, Hossein, les bureaux affluaient. Les gens avaient envie de participer. C'était le film qui était. C'est même de l'ordre de la psychanalyse. Il était nécessaire pour les populations, pour les Algériens, de participer à ce film, comme une transe. C'était important de donner son corps et de donner son visage et d'exprimer les choses. C'était important à ce moment-là. Donc, les bureaux de production étaient pleins. On recrutait dans toutes les places. Les gens venaient. Et puis, il y avait une crise aussi économique à ce moment-là. L'argent, les gens étaient très pauvres. Et avoir un peu d'argent de figuration ou d'autres, c'était important. Donc, je faisais une petite parenthèse, mais pour arriver effectivement aux femmes. Et là, Pontecorvo avait beaucoup lu Frantz Fanon. Sur la question du haïk, sur la question de la femme, sur la question du voile et du dévoilement. D'ailleurs, j'en fais une séquence sur ça. Parce que celles qui ont porté les bombes, elles n'étaient pas voilées. C'était
souvent d'ailleurs aussi des enfants de la bourgeoisie, de la jeune bourgeoisie algéroise aussi. Zohra Drif. Zohra Drif. Et qu'il fallait justement passer comme une blonde, comme une belle brune française qui pouvait avoir son petit couffin et aller dans un bar pour poser une bombe. Donc, parfois, il s'est trompé, d'ailleurs, Pontecorvo, sur cette question-là. Parce que c'est pour ça que je fais, moi, tout un laïus sur le drapé du haïk. Parce que c'est une erreur, en fait. Où on les rend un petit peu drapés. Non, c'est faux. En fait, elle passait comme ça, etc. Alors, bon, après, il y a eu comme ça une sorte un peu de confusion, mais il a joué dessus. Et en même temps, moi, je me suis dit, c'est intéressant parce qu'il a posé quand même la question fanonienne du voile et du dévoilement. C'est-à-dire, où est la situation culturelle algérienne, traditionnelle, où est-ce qu'on se situe. Donc ça, c'était important. Et les femmes, elles sont très belles dans le film, très très belles, et elles sont justement, dans le regard, pas beaucoup de mots. D'ailleurs, même Franco Solinas, dans les dialogues, a été extrêmement fin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup... Voilà, c'était plutôt la politique de la soustraction, plutôt que de rajouter des mots, etc. Il ne fallait pas être démonstratif. Et c'est là où le film est très fort, et c'est là où la condition de la femme... D'ailleurs, souvent, il y a où les femmes, il y a la bande-son monte. On entend plus Ennio Morricone quand il y a les plans où il y a les femmes. Absolument. Et c'était les Qarqabou. Oui. Les Qarqabou, dans Ennio Morricone, c'est inspiré pour pouvoir d'ailleurs composer sa bande-son. Oui, les femmes, elles ont eu un rôle fort, et Pontecorvo l'a très vite compris, et il a dit, d'ailleurs, j'ai voulu que le dernier plan du film, qui est d'ailleurs que j'ai monté aussi, soit des plans de ces femmes. Décembre 60. Absolument. Dans le film, c'est décembre 60. Voilà, 60, et qui sont là en force présente. Ça, c'est formidable. Ouais. Alors, la bataille d'Alger est finalement tournée. Il est monté, on va avancer. Il arrive, il est retenu par la critique, il est retenu par le jury du festival de. Il est retenu par la Mostra de Venise. À la Mostra de Venise pour entrer en compétition. Et c'est un vrai moment parce que les Français sont contre. La délégation française n'accepte absolument pas ce film. D'ailleurs, il y a pression même pour que le film ne soit pas montré à Venise et pour qu'il ne soit pas sélectionné. Donc, Pontecorvo montre le film en cours de montage au directeur de la Mostra de l'époque. Et le directeur de la Mostra dit c'est juste. Ça va être un chef-d'œuvre, je veux le prendre. Et les Français savent que le film va être présenté. Et d'ailleurs, il y a des pressions qui sont... et le directeur refuse de la Mostra. Il est présenté, la délégation française sort de la salle. Et quand le prix est attribué... le Lion d'Or. Le Lion d'Or, pardon, à l'unanimité, la critique française descend le film. Y compris les cahiers du cinéma ? Y compris les cahiers du cinéma. Puisque Jean Narboni... Voilà, il y a quelqu'un des cahiers du cinéma qui parle de cette situation-là. Absolument. Il faut savoir qu'aussi, Jean Narboni était pied noir. La plupart aussi des rédacteurs, il faut juste se rappeler, vivaient à Alger ou étaient à la fac de lettres à Alger. C'était des natifs pour la plupart, ça on oublie. C'était son histoire aussi. C'était son histoire, donc c'est difficile. Voilà. Et donc il le dit lui-même, Jean Narboni. J'ai pas aimé le film pour plein de raisons, mais aussi... Moi, je l'ai travaillé sur cette question. C'est que s'il était enfant d'Alger. Oui, donc, les choses ne sont pas simples à écrire à ce moment-là. Et quelqu'un comme Henri Chapier, qui était journaliste à l'époque, moi j'ai revu, parce que j'ai fait un travail de recherche, traite le jury de Venise de salopard. Oui. J'ai un titre, j'ai vu un regroupement de salopards à Venise, quelque chose comme ça. Extra. Donc, c'est pour vous dire à quel point il y a une récompense de salopards. Voilà. C'était le titre. Et donc, le film est quasiment pas censuré. Souvent, on fait la confusion en France, puisque il y a le visa de censure est accepté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de censure. C'est simplement de l'auto-censure de la part des exploitants qui ont reçu des menaces de l'OAS, des anciens de l'OAS qui étaient encore actifs, très actifs encore en France, et qui ont dit si vous le présentez, et les anciens aussi des rapatriés français, etc., on met des bombes, etc. Et ça s'est passé d'ailleurs. Il y a eu effectivement des attaques de salles de cinéma, etc. Donc très vite, les salles l'ont retiré, et ça a été comme ça jusqu'en 71. En 71, il n'y a eu qu'une ou deux salles qui l'ont pris, donc de 66 à 71. Une ou deux salles, donc le Luxor à Paris l'a présenté, qui est plutôt une salle du côté de Barbès. Oui, on le voit. Et tu fais parler son propriétaire. Absolument. Et après, il est encore interdit.
c'est-à-dire qu'il est encore retiré des écrans. Il refait une apparition en 81, donc 10 années et à peine, il y a des cocktails Molotov en 81. Sous un gouvernement socialiste. Sous un gouvernement socialiste. Et après, il est complètement interdit. C'est-à-dire que plus personne n'ose jusqu'en 2004. Il y a une ressortie en 2004. C'est incroyable. Voilà. La bataille d'Alger, seulement 2004 pour qu'on puisse le voir en France. 2004, vraiment, de manière apaisée. Et encore, entre guillemets. Oui, toujours difficile. C'est toujours on difficile. apprend qu'il y a d'autres pays qui ont fait la même chose. Le Brésil, la même chose. On sent qu'il y a effectivement des pays d'Amérique latine. Dictature militaire. Voilà, absolument. Voilà. Et même, ce que je veux dire, pendant la décennie sanglante, c'est un film qui a été interdit d'antenne à la télé algérienne. Absolument. On pouvait pas le montrer. Parce que ni au cinéma, ni à la télé algérienne. Il y a eu des instructions pour que la bataille ne soit pas montrée. Oui. Parce que ça pouvait donner des idées de révolution et des idées de guérilla. Oui. Donc aussi il faut c'était deux porter histoires. Un regard là-bas, mais aussi il faut dire aussi ce qui s'est passé ici. Deux parties de l'histoire de l'Algérie qui se télescopaient. Voilà. Et en même temps, ça raconte quoi? Ça raconte à la fois une France qui veut pas regarder son histoire, et en même temps, ça raconte une Algérie qui veut composer à l'image d'un héros. Et il veut se voir. Et quand on voit l'image de Ali Lapointe, tous les Algériens s'identifient à Ali Lapointe, plus que d'ailleurs que Yassef, que Ja'far dans le rôle, ou que les autres. Hein. C'était Ali Lapointe. Oui. Parce que c'était Would al-Qasba. Et celui qui n'avait aucun calcul. Qui n'avait aucun calcul. Qui était vraiment un vrai martyr dans le bon sens. D'ailleurs, Hossein en parle très bien, mes Ali. Oui, il en parle très bien. Voilà. Alors là, on apprend dans le film, on le savait plus ou moins, mais on apprend qu'il y a d'autres courants qui se sont emparés de la bataille d'Alger, notamment, les Palestiniens, ça va de soi. Mais ça, c'est tellement notre histoire qu'on la connaît plus ou moins. Bien sûr. Et bon, dans le film, tu l'as pas beaucoup développé parce que c'est relativement connu. Mais il y a la gauche américaine, notamment celle des Black Panthers, qui utilise le film de la bataille d'Alger pour essayer de transférer un petit peu le climat de la Casbah à Harlem, à New York. Et ça, c'est une histoire extraordinaire. Mais c'est une histoire extraordinaire. Il faut savoir qu'il y a même un procès. Black Panthers 21 à New York. Les flics américains arrêtent, le FBI arrête les Black Panthers. Alors, il faut savoir, je fais une petite parenthèse, Black Panthers ont été pour beaucoup d'entre eux des exilés ici accueillis à bras ouverts et une ambassade d'ailleurs des Black Panthers ici à Alger. Donc beaucoup de Black Panthers étaient ici et le film La bataille d'Alger, ils l'ont vu, ils l'ont d'abord découvert en Algérie, c'était un film culte pendant la guerre du Vietnam et très vite quand ils sont pour certains revenus aux États-Unis et qu'il y a eu effectivement cette guerre raciale, etc., ils avaient fait des copies de ce film-là. Et le FBI découvre dans les appartements et dans les locaux des Black Panthers ce film-là. Et ça devient une pièce à conviction. Et ça devient pour le FBI une pièce à conviction. À charge. Et tout le procès se fait sur la bataille d'Alger. Quand on voit la bataille d'Alger, qu'on est américain et aussi, on peut être condamné. Voilà. Et les Black Panthers utilisent le film, font des tracts et ils disent « Vous n'avez pas vu la bataille d'Alger ? Eh bien, c'est le moment d'aller le voir parce qu'il faut se révolter contre... Et ça, c'est génial, parce que dans les métros de New York et tout, il y a effectivement la photo d'Ali Lapointe, et on lui met même des Ray-Ban. Absolument. Alors là, il y a le sens du business américain qui revient, parce que la promo, c'est les Black Panthers ont vu ce film, et vous. Ouais. Ça, c'est très fort. Ça, c'est la capacité de récupération des promoteurs américains. Et ça, c'est les distributeurs. Absolument. Très ça, c'est génial. Absolument. Voilà. Et donc, du coup, les Black Panthers ont voulu aussi s'inspirer, tous les mouvements indépendantistes, et il y en avait beaucoup dans cette période-là, se sont inspirés effectivement de la contre-guérilla, c'est-à-dire de comment, en fait, on a pu déjouer toute la mécanique de contre-insurrection des parachutistes français, parce que pour eux, il fallait aussi encadrer quasiment Harlem. Il fallait se protéger de la police bien blanche américaine, etc. Et donc, ils ont vu ce film et ils se sont inspirés. Et pour eux, c'était... Au-delà même de la question technique militaire, c'était toute l'idée d'une révolution. Absolument. On ne va pas continuer à dévoiler ce qu'il y a dans le film, parce qu'évidemment, il y a un moment de désenchantement et on en parle très bien. Ouais. Je crois que c'est Jamal Joseph qui en parle, l'un des chefs des Black Panthers qui en parle très bien. Absolument, parce qu'il parle de la question du socialisme et il pensait effectivement que le socialisme... Pour rester dans les États-Unis, aux États-Unis, on fait un saut de
presque 30 ans, 2003, Bush envahit l'Irak, il y a une guerre de guérilla qui est déclenchée contre l'occupation américaine, Absolument. pas de soi. Ouais. Et à un moment donné, le Pentagone se rend compte qu'il est peut-être en train de faire fausse route, peut-être en train de gagner la guerre militairement, avec les méthodes brutales que peut utiliser l'armée américaine, mais que, comme dans la bataille d'Alger, il peut perdre tout parce qu'il n'aura pas vu l'essentiel, c'est quelle est la mécanique de ceux qui sont en face. Comment Absolument. ils réfléchissent, qu'est-ce que c'est leur objectif. Absolument. Et là, il y a cette interview de ce haut responsable du Pentagone qui colonel explique Nagel, pourquoi oui. le film La bataille d'Alger a été projeté par le Pentagone Ouais. et pourquoi il a été utile pour comprendre l'insurrection irakienne. Disons qu'il y avait un groupe au Pentagone, c'était pas tout le Pentagone, il y avait un groupe de CIA Pentagone qui effectivement réfléchissent un petit peu la question de la guérilla et de la contre-guérilla. Et à ce moment-là, ils remontent des rapports en disant je pense qu'on va perdre la guerre, faisons attention. Et les généraux, armée de terre, etc., disent non, on y va militairement, on assure. Et le colonel Nagel est proche de ce petit groupe du Pentagone et dit je veux bien écouter, comment vous. Regardez la bataille d'Alger. Il dit, mais c'est quoi ça, bataille ? Il ne connaissait pas ce film. Et il dit, on va commencer à organiser. Et il y a un carton d'ailleurs qui demande effectivement aux gens de venir voir ce film-là au Pentagone. Et est organisée une projection, et avec Bush d'ailleurs. Et à partir de cette projection-là, on comprend qu'il fallait mener une autre forme. Avec plus de renseignements et avec plus de renseignements. Tout le monde n'est pas notre ennemi. Voilà, et que une guerre, c'est pas une guerre, c'est deux armées avec des tenues militaires où on sait qu'il y a un ennemi, deux ennemis. Or, quand on est dans une révolution, quand on est dans une guérilla, c'est une armée et puis c'est une population. Et le colonel Nagel comprend à ce moment-là, lui-même était sur le terrain en Irak. Il dirigeait des troupes, etc. Et il comprend, bien entendu, sans connaître la culture locale, sans infiltrer cette culture locale, sans connaître, c'est impossible de garder. Donc il le dit pertinemment. Et ce qu'il faut savoir aussi, ça je ne le développe pas trop dans le film parce que c'est très, très théorique, Galloula est un officier de l'armée française qui travaille avec Godard, etc., a fait une grande thèse sur la bataille d'Alger, sur la contre-insurrection, sur le renseignement, qui a été repris par Trinquier. Et qui a été repris cette thèse, et on la voit si on cherche sur le net, etc., c'est une des grandes thèses, un mémoire très, 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 très poussé, a été repris par le général Petraeus aux États-Unis, qui était le général de Bush, le grand général Petraeus. Et colonel Nagel est le bras droit de Petraeus. Et Petraeus, après, a fait une thèse sur la bataille d'Alger, en disant il faut reprendre ce film-là, il faut reprendre effectivement comment les Français ont perdu cette guerre. Et ça, c'est important, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir peut-être se sortir du bourbier irakien. Et voilà, et colonel Nagel en parle très très bien. Tout ça pour dire qu'en tout cas, même pendant la guerre du Vietnam, la bataille d'Alger reste aussi une référence. Le manuel de ce qu'il ne faut pas faire pour ne pas perdre une guerre. D'ailleurs, même colonel Nagel me montre dans le film le manuel de ce qu'il ne faut pas faire. De ce qu'il ne faut pas faire, et c'est lui qui l'a écrit, et qui l'a envoyé à tous les officiers américains. Il ne faut par exemple pas peut-être faire sauter Ali Lapointe, Hassib Ben Mwali, parce que leur martyr, c'est le début du film. Absolument. La visite guidée, générationnellement, Oui. les jeunes vont se réapproprier cette histoire. Elle reste, elle est toujours là. Oui. Mais il y a une plaie dans le film, j'en ai parlé comme ça tout à l'heure dans l'avant de l'entretien, c'est l'état de la Casbah aujourd'hui. Il y a deux trajectoires. Le film, il est magnifié, il a une postérité. La bataille d'Alger, d'ailleurs, il continue de vivre. C'est un film. On pourrait encore faire un film dans 20 ans sur peut-être hein, sur encore la bataille d'Alger. Qui se nourrit de l'histoire et l'histoire le nourrit. Et l'histoire le nourrit. Donc c'est un va-et-vient incessant. C'est extraordinaire. Mais c'est un tourbillon. Quand on veut parler de la bataille d'Alger, on revient sur le site, le décor de la bataille d'Alger. C'est la Casbah d'Alger. Il y a beaucoup de plans qui sont pris dans la bataille, dans la Casbah d'Alger. Et la Casbah d'Alger fait mal au cœur. Elle fait malheureusement mal au cœur parce que elle est à l'abandon total. Et moi, je ne comprends pas aujourd'hui comment notre État, depuis même 62, il fallait qu'on soit dans l'urgence de la préservation. Parce que c'est des décors, non pas de cinéma, c'est des décors d'une population. C'est une vie, c'est le cœur d'Alger. C'est le cœur qui bat d'Alger. C'est comme si on laissait un cardiaque complètement à l'abandon. Ce cœur-là, il fallait tout de suite le restaurer. Malek Ismail,
Moi, je me permets de dire qu'il y a un côté subversif dans ton film. Je me félicite d'ailleurs qu'il ait obtenu le visa de l'exploitation à Alger. C'est bien. Il ne faut pas désespérer. Non, faut pas désespérer. Il y a une piste qui est suggérée par Dahoud Jerbal, historien, un brillant historien dans le film. Il dit beaucoup de choses intéressantes, qui a été développée très émouvante, développée dans la salle hier dans la discussion par Hussein Zahwan, un acteur de l'époque. Le pouvoir n'aime pas la Casbah parce que c'est le théâtre de l'héroïsme populaire, pas celui de l'héroïsme de l'État. Absolument. C'est très juste. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a une volonté d'abandon. Voilà. Et je veux dire même plus loin. C'est très fort ça comme thèse. Ah mais moi je l'ai développé dans La Chine est encore loin. Le film que j'ai tourné dans les Aurès. Les Aurès, les villages sont abandonnés. Le gaz n'arrive pas dans les villages des Aurès. Peut-être maintenant, mais quand j'ai tourné, le gaz n'arrivait pas dans le village. Des premières balles de tir à mine. Oui. Le 1er novembre 1954, quand j'ai tourné dans le village... Le bus des Monroe. Absolument. Absolument. Quand j'ai tourné une année dans ce village-là, les enfants crevaient de froid dans leur classe parce qu'on était encore au fioul. Comment un pays producteur de gaz et de pétrole n'arrive pas à donner... Et la Casbah, c'est la même chose. Chauffer les enfants des Aurès du 1er novembre 1954. C'est quand même terrible. Et là, je dis... Et les Aurès ont été abandonnés. Tous les décors des Aurès, toute cette région-là n'a jamais été vraiment protégée. Voilà, donc je dis, moi déjà j'avais eu un peu cette thèse en me disant pourquoi on abandonne un peu les grands axes de notre évolution. Et la Casbah m'a confirmé cela, et Dahoud Jerbal, autant que Hussein Zahwan, donne cet avis aussi. Donc, alors, et comment on peut encore s'approprier ce haut lieu du récit populaire national qui est la Casbah et qui est la bataille d'Alger, un peu avec les paroles de Farid Belroul, Diaz, avec lequel tu finis d'ailleurs, et qui nous donne la chair de poule, la façon dont il slame sur la bataille d'Alger. Moi j'ai voulu à la fois démarrer le film par la jeunesse et le finir par la jeunesse. C'est-à-dire que le début du film, c'est la visite touristique par un Yassine, c'est un jeune qui est passionné de la Casbah et qui fait la visite à partir de l'histoire de la bataille d'Alger. Ça, quand j'ai su ça, j'ai dit c'est extraordinaire. Donc il imprime des photos de YouTube, etc. Et c'était une visite magnifique parce que c'est de la transmission. Et une transmission entre Algériens, c'est formidable. Ça vient pas du haut, ça vient pas du pouvoir, ça vient pas c'est pas condescendant, ça vient du cinéma, de l'envie de la Casbah et de l'envie de transmettre. Donc je voyais des jeunes étudiantes qui étaient étudiantes en architecture, qui viennent, c'est formidable. Et il y a l'idée d'une transmission. Et je finis le film par quelqu'un qui compose un morceau de rap extraordinaire, l'Arabia, avec un arabe bien senti, sur comment on a abandonné aussi cette Casbah et comment cette bataille d'Alger nous donne du courage, nous jeunes, il dit, et en même temps on nous abandonne. Comment à la fois ça crée de la schizophrénie quelque part, en même temps on crée des icônes, Ali Lapointe, Hassib Ben Bouali, le petit Omar, mais après on en fait quoi nous là-dedans, et ça a été... Voilà, j'ai préféré juste finir sur ces images parce qu'elle n'avait pas besoin de faire un entretien avec Farid et avec ces jeunes rappeurs. C'était suffisant. Tout était dit dans la chanson. Malik Ben Smail, on a tout explosé dans cet entretien. On est hors norme, on est hors gabarit. C'est de la bataille d'Alger qu'il s'agit et ça se justifie complètement. On te pose quand même une question, la dernière, inévitable. C'est quoi l'agenda de ton film à Alger, en Algérie ? D'après mes informations, a priori, le film a le visa donc, d'exploitation et à partir de demain, après-demain, je pense qu'il devrait sortir dans les quelques salles, je ne sais pas lesquelles, mais les quelques salles algériennes, ici ou là, mais il faut suivre un peu le programme, et si j'ai un programme, peut-être que je le mettrai sur Internet, on verra. Voilà. Donc, merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin. Merci à vous. L'émission L'Entretien vous est présentée grâce à notre sponsor Amana Assurance, la protection du capital humain choisie par les entreprises leaders algériennes. www.amana.dz. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.